Qu'adviendra-t-il aux États-Unis d'Amérique après la victoire de Joe Biden? Trump refuse de reconnaître la défaite. Eh bien, jusque-là, pas de message de félicitations envoyé à son challenger. Nous allons en parler avec notre invité ce matin, Kabasouba Boukatoulondi, libre penseur. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Nous sommes intéressés à vous attendre parler par rapport à cette actualité qui concerne les élections aux États-Unis. D'abord, la victoire de Joe Biden, était-elle prévisible? Merci beaucoup. D'abord, avec votre permission, tout en saluant les téléspectateurs de Télé 50, qui est devenue véritablement une école de communication, médias pédagogiques, et comme dans cette optique-là d'ailleurs, comme initiateur et président de Agora, de gardien intellectuel de la République, Agir New Congo. Je vous en profiter d'abord pour joindre ma voix à celle de beaucoup d'autres Congolais rationalistes et cartésiens républicains qui ont condamné avec fermeté les propos, je veux dire, incendiaires, dont on parlait des propos tout à fait criminels, de notre frère Augustin Kabouya, de l'UDPS, qui en appelle au lynchage, en tout cas physique, de certains acteurs politiques de la République, mais également qui s'est attaqué directement au ministre des Finances Sélé, un intellectuel luminescent, un technocrate de calibre international, qui est d'ailleurs qui constitue en fait l'un des points focaux qui imprime une marque de normativité des standards de gestion financière stratégique à la gestion de la République. Donc, c'est des choses que nous devons éviter si nous voulons une République rationaliste, stable et cohérente qui peut actionner les progrès collectifs. Cela étant dit, pour revenir à votre préoccupation, qui est une préoccupation fondamentale, la victoire de Joe Biden était prévisible parce que cette fois-ci, malgré le fait qu'on a dit que ça n'a pas été, comme on dit en anglais, landslide, ça veut dire une sorte de raz-de-marée, mais les prévisions... Cette vague bleue. Oui, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient les blue waves a pris corps, a pris forme, parce que les battleground states ou les États qui étaient initialement des États, je veux dire, blue states comme on dit, notamment le Michigan, mais également les battleground states comme Pennsylvania, comme le Michigan, le Wisconsin, qui avait été où en fait Donald Trump avait remporté l'élection en 2016. Aujourd'hui, on voit que dans cette élection de 2020, les démocrates Joe Biden a su conquérir ces États qui avaient été, dont les votes avaient été conquis par Trump en 2016. Mais maintenant, il faut également indiquer que cette fois-ci, on reconnaît que plus ou moins les pollsters, donc ça veut dire, comment vous appelez ça en anglais, les projections des stratégistes, étaient plus ou moins correctes parce que les marges, in fine, les marges sont énormes, notamment en Pennsylvania, notamment en Georgia, notamment en Arizona et en Nevada. Donc, c'était une victoire qui était prévisible aussi par le fait de la gestion catastrophique, je veux dire, de la riposte contre Covid, parce que la communauté des renseignements, FBI, CIA, NSA, ils ont démontré qu'ils avaient donné de l'information sur la gestation ou l'éclosion, ou l'implosion, je veux dire, de Covid-19 en Chine, déjà vers le mois de janvier, et Donald Trump n'a pas pu actionner son administration pour que les mesures nécessaires puissent être prises. Mais aussi l'attitude anti-science de Donald Trump, ce sont des moqueries de masques en disant il faut prendre des détergents pour se guérir, etc. Tout ça, ça a constitué en fait le rayon qui a écroulé Donald Trump, en dépit du fait que sur le plan économique, il avait réalisé quand même quelques prouesses. Mais sur le plan économique, n'est-ce pas là le fait rallonge de la gestion Obama? Dans une certaine mesure, mais il faut aussi considérer le fait que, comme bon conservateur, enfin, je veux dire, Donald Trump n'est pas vraiment un conservateur d'essence et des substances. Il a surfé sur, en quelque sorte, l'autre versant de la gestion d'Obama, qui a en fait, en ayant une discursivité, mais également une pratique politique qui a envoyé des signaux effrayants, notamment dans les segments américains, des évangéliques, avec la promotion des homosexuels, des lesbiennes, des transvestites, etc. Ça a effrayé, je veux dire, les puritains évangéliques, ça a effrayé l'Église, mais aussi son ouverture qui a été considérée comme trop ouverte, je veux dire trop large vis-à-vis des immigrants.
l'Américain moyen rural de ferme ou l'Américain moyen travailleur dans le, je dis dans les usines, dans le Wisconsin ou dans les Iowa, etc. Ils ont pris peur de l'invasion de tous ces immigrants. Et dans certaine mesure, donc, on a dit que Barack Obama a fait les lits de Donald Trump parce qu'il a effrayé un segment important des Américains comme on dit, non-graduate Americans, c'est-à-dire les Américains blancs qui n'ont pas de gros diplômes. Parce que vous allez remarquer que les démocrates sont plus dans les espaces où il y a des grandes universités, la grande réflexion, et dans les grands centres urbains, tandis que les républicains, c'est plus dans le monde rural, où il y a des plantations, etc. Maintenant, Obama, c'est vrai, il avait fait un bon travail, mais Donald Trump, en implémentant la politique des conservateurs de réduction, par exemple, des taxes, il a réduit à plus de 30%, c'est là à requinquer aussi, l'industrie, et Wall Street a été en moyenne en ascension en ce qui concerne l'indice de Wall Street. Maintenant, les Dow Jones. Maintenant, est-ce que cela a pu aider, Donald Trump? Oui, avant Covid. Avant Covid, s'il n'y avait pas eu Covid, s'il y avait eu élection, sans Covid, Donald Trump, il y a la probabilité grande qu'il aurait pu gagner. Mais comment se justifie le fait qu'aujourd'hui, la Chine tarde à féliciter Biden, même la Russie? Parce que la Russie, ça se comprend. Parce que la Russie, en ultime instance, la Russie avait une interaction ou une action ouverte ou non ouverte sur le plan de intelligence, ça veut dire des renseignements, avec certaines personnalités autour de Donald Trump. À un certain moment, on a même appelé Donald Trump le Manchurian Candidate. Il y a un film comme ça où il y a quelqu'un qui était au Vietnam, qui avait été manipulé par les Russes et qui est rentré aux États-Unis, qui est devenu candidat pour soutenir la Russie. Mais aujourd'hui, je veux dire que il tarde parce que les Chinois savent que les Américains, en ce qui concerne la politique étrangère, en fait, aux États-Unis, il n'y a que deux facteurs, deux rationalités majeures qui actionnent en fait la politique internationale. C'est la sécurité des États-Unis et c'est le profit économique des États-Unis. Sur ce point-là, les marges, les marges de dissension entre les deux camps, démocrates, liberals comme on dit, ou les conservateurs, n'est pas vraiment grande. Et donc, les Chinois sont sur l'équilibre. Mais ce qui est vrai, c'est que, étant de la gauche américaine, parce que la gauche américaine, véritablement, c'est un peu, il y a quelques éléments de socialisme là-dedans. C'est ce que d'ailleurs Donald Trump a été pour dire que si Joe Biden gagnait, ce serait le socialisme, ce serait, des revendications à tout bout de champ dans le rejet de l'État, etc. Maintenant, étant de la gauche, je pense que les gens les technocrates qui vont travailler avec Biden au département d'État vont être plus ou moins flexibles vis-à-vis de la Chine, mais également vis-à-vis de l'Europe, parce que l'Europe aujourd'hui, bien que cette politique de Trump a aidé les Européens à réaliser la nécessité de se préparer en termes de leur propre défense, améliorer leur arsenal militaire, améliorer leur arsenal stratégique. Mais les Européens aujourd'hui sont plus à l'aise, les Chinois aussi, parce que Joe Biden étant de la gauche américaine, il va être un peu plus ouvert, un peu plus flexible pour, comme on dit en anglais, accommodate le Chinois, surtout en ce qui concerne la réduction de la tension dans la guerre économique, la guerre commerciale, mais également en ce qui concerne peut-être la nécessité de mettre fin à la politique qui consiste à déstabiliser, par exemple, la base militaire en Allemagne. Donald Trump voulait enlever les F-16, les avions tactiques de combat, les redéployer en Italie, réduire le personnel à plus de 40%, et les Européens étaient tout à fait, effrayés, quoi. Alors, pour l'Afrique, l'Afrique doit se réjouir de la victoire de Biden ou doit regretter les départs de Trump? Non, je pense que les conservateurs ou les républicains, de manière générale, ils sont plus ou moins pragmatiques et ne sont pas interventionnistes dans la politique, dans la dynamique politique du pays. Par contre, les démocrates, ils ont l'idéal de la démocratie, de la consolidation de la démocratie. D'ailleurs, vous allez voir que quand Rex Tillerson est arrivé au département d'État, il a enlevé la plaque qui attend. Les gens qui connaissent les départements d'État, quand vous entrez là-bas, il y a une plaque
qui est ce qu'on appelle vision statement. Pour les démocrates, c'était promote democracy in a global world, etc. Quand Rex Tillerson est arrivé, il a fait enlever ça pour dire promote America's interest in the world. Donc, c'est dire que pour les Africains, je pense que Donald Trump n'a pas eu véritablement une politique significative, véritablement game-changing, comme on dit, qui actionne le changement de la donne en Afrique, par rapport aux défis fondamentaux, la consolidation de la démocratie et de l'accélération d'une croissance inclusive. Or, les deux éléments-là, les deux dimensions-là, sont vraiment au cœur de la politique africaine des démocrates. Donc, la consolidation de la démocratie, tenue des élections régulières et crédibles, ils ne lésinent pas sur cette dimension-là. Donc, les gens qui, par exemple, au Congo, pensent qu'ils peuvent escamoter les élections de 2023, doivent faire très attention avec un gouvernement, une administration, je veux dire, des démocrates. Mais également une économie avec croissance inclusive, avec réduction de la pauvreté, avec réduction des inégalités. Parce que ça, c'est au cœur des démocrates. La réduction des inégalités, la réduction de la pauvreté. Un capitalisme transformationnel de la société qui participe à la réduction de la pauvreté, qui participe à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça, c'est au cœur des démocrates. Et donc, je pense qu'ils vont s'investir pour que ces deux dimensions-là puissent être réalisées, mais également, je veux dire, le respect des droits de l'homme. Voyez-vous? Donc ça, ce sont des dimensions sur lesquelles les démocrates vont insister. Et au Congo, par exemple, nous devons faire très attention. Si avec Trump, il n'y a pas eu véritablement insistance sur ces dimensions-là, avec Joe Biden, si vous allez dans le sens de dire nous allons tripatouiller la Constitution, etc., nous n'allons pas faire les élections en 2023, ça va être extrêmement grave avec eux. Donc, c'est la continuité de la politique d'Obama, étant donné que Biden fit son vice-président. Exactement. Mais ce n'est pas véritablement je veux dire, c'est pas la politique d'Obama en tant qu'individu, mais c'est dans ce qu'on appelle les core principles, ça veut dire les principes canoniques de démocrates. Parce que les démocrates sont, je veux dire, dans le spectre idéologique des États-Unis, les démocrates sont vers la gauche. Bon, Joe Biden a essayé un peu d'être centre-gauche parce que Sanders était, lui, vraiment extrême gauche. Mais il faut dire que dans la situation actuelle où le président Trump n'a même pas appelé le président-elect pour le féliciter, et les gens se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer si le président Donald Trump refuse de quitter le White House? Mais il faut dire que ça ne s'est jamais passé avant, donc il n'y a pas de jurisprudence. C'est la première fois qu'on voit un président qui refuse d'appeler celui qui a gagné et de dire qu'il est disposé à quitter la Maison-Blanche. Mais il y a eu dans le passé 3 cas, je crois, de John Adams au début du 19e siècle, qui avait, lui, pas refusé de quitter la Maison-Blanche, mais qui avait refusé de participer à la cérémonie de prestation de serment de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson qui fut, en fait, son vice-président, mais qui était entré en compétition présidentielle avec John Adams. Mais il y a aussi, quelques années plus tard, le fils de John Adams, John Quincy Adams, qui a aussi refusé de prendre part à la prestation des serments. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'était qu'ils ont accepté, mais ils ont refusé de participer à la cérémonie de prestation de serment. En ce qui concerne John Adams, d'ailleurs, on a dit qu'il a quitté la Maison-Blanche à 4 h du matin, incognito, et il a filé quoi, pour ne pas participer. Mais président qui refuse... Mais pour les cas de figure? Pour les cas de figure, les constitutionnalistes et les politologues disent que c'est très simple. Parce que les grands électeurs n'ont pas encore voté. Okay? On a fait des projections sur base des votes directs, de ce qu'on appelle les voters. Les electors n'ont pas encore voté parce que les electors vont voter début décembre. Lorsque les élections vont être certifiées au niveau des États maintenant, les grands électeurs vont voter début décembre. Et puis, le 20 janvier, Alors, si les grands électeurs votent Trump? Ils ne peuvent pas, parce que la loi impose, parce qu'ils sont élus sur base d'un ticket. Parce que les voters, il y a les tickets d'un président avec ses electors démocrates et un ticket de président avec ses electors démocrates. Ce sont les listes qui remportent la majorité qui prennent tous les electors, donc les grands électeurs. La loi veut que
il n'y ait pas de cheaters. Ça veut dire, si vous avez été élu, si la majorité, par exemple, est démocrate ou républicaine, vous êtes obligé de vous aligner. Il n'y a pas de cheating là-dessus. Maintenant, c'est au niveau de la Chambre des représentants que la décision finale est prise. Parce que si, par exemple, il y a blocage, il n'y a personne, enfin, dans l'hypothèse ici, Joe Biden a gagné, je crois 270 ou 290 contre 217, je crois. C'est Joe Biden qui a gagné, c'est clair. Maintenant, s'il y avait pas de quelqu'un qui a pris la majorité, qui a remporté la majorité des suffrages, l'Assemblée nationale. C'est la Chambre des représentants qui allait les départager. Mais à partir du 20, le président Trump, et même à partir de la certification des élections au niveau des États, quand on aura fini de compter, si on a certifié, le président Trump devient ce qu'on appelle en anglais un trespasser. Ça veut dire il occupe illégalement. Donc les services de sécurité vont être obligés de l'escorter en dehors de la Maison Blanche. Donc c'est aussi simple que ça. Il va devenir un trespasser. Mr. Trump will be trespassing in the White House. Donc il sera, un clandestin à la Maison Blanche. On va les sortir en bonne et due forme. Mais il est tellement rempli de son ego que je suis sûr qu'il ne voudra pas subir cette condition-là et qu'il va partir de lui-même. On va terminer avec cette question. Les Européens, les députés européens qui déclarent qu'il ne faudra pas être derrière les États-Unis, mais être aux côtés des États-Unis. Mais c'est ce qu'ils ont découvert. Ça veut dire que les coronavirus a aussi joué un rôle, l'oxydation de l'économie, ça a joué un rôle, les nouveaux rapports des forces militaires ont joué, parce qu'il faut dire aujourd'hui que la Chine, les stratégistes, les experts de la géostratégie américaine sont très inquiets. La Chine a pris des longueurs d'avance en termes de capacité pour les missiles balistiques intercontinentaux. Ils peuvent déployer plusieurs missiles sur les États-Unis, etc. Donc les Américains sont très inquiets. Maintenant, les Européens, comme on dit, il y a quelque chose, malheur est bon, comme on dit. Et donc, le fait que Donald Trump ait décidé de revoir la carte de l'intervention américaine ou l'assistance américaine à la défense de l'Europe, les Européens ont déployé leurs propres moyens, leur propre arsenal militaire, etc., pour leur autodéfense. Et donc, ils vont être... D'ailleurs, plusieurs politologues ont considéré que les rôles de l'Amérique comme leader du monde est aujourd'hui dépassé par la reconfiguration géostratégique et géoéconomique mondiale. Et donc, l'Europe accompagnant les États-Unis, mais tous restent dans le même bloc, occidental, avec le relais. Parce que même lorsque, en termes économiques, même en termes militaires, la Chine a fait beaucoup de poussées, mais en termes de grands blocs, la Chine reste toujours marginale. Parce que si vous parlez États-Unis, récemment, les États-Unis ont signé des accords militaires avec l'Inde. Si vous parlez, par exemple, l'Asie, grand continent asiatique, vous prenez la Chine, même si la Chine est avec la Russie et la Corée du Nord, mais vous aurez le Japon en alliance avec les États-Unis, vous aurez l'Inde en alliance avec les États-Unis, vous avez la Corée du Sud en alliance avec les États-Unis, Thaïlande, Vietnam, etc. Donc, je pense que les Européens accompagnant les Américains, ils restent tous dans le même bloc. Les rapports n'ont pas véritablement changé. Merci beaucoup, Kabasso Babou Katelon du Libre Pensée, d'avoir accepté l'invitation pour éclairer l'opinion de nos téléspectateurs en rapport avec les élections aux États-Unis. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons changer les caps pour recevoir notre invité pour parler toujours actualité de la République démocratique du Congo, cette fois-ci en matière politique. Tout de suite.